Salut, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour analyser ensemble la société ST Microelectronics, donc qui est un fabricant mondial de semi-conducteurs, donc vraiment dans différents domaines, donc que ce soit l'automobile, l'industrie, les télécommunications, l'informatique et l'électronique grand public comme l'électroménager par exemple. Donc c'est parti. Alors, donc c'est une entreprise qui a pour l'instant une capitalisation boursière de 43 milliards de dollars. Ok, donc ça commence à être conséquent. Donc, dans un premier temps, on va regarder au niveau de sa dette. On va vouloir qu'elle soit maîtrisée. Donc, on va regarder sa dette long terme et sa dette nette. Sa dette long terme, ce qu'on va vouloir, c'est qu'elle puisse être remboursée en moins de 5 années de free cash flow. Donc, on va prendre ce que vous avez ici, pas du tout ce que vous avez juste ici, 1,25, qu'on va multiplier ici par 5. Qui va nous donner 6,25. Et donc, on va aller regarder maintenant au niveau de son bilan comptable et on va vouloir que sa dette long terme soit inférieure à 6 milliards 250 millions. Donc, on descend jusqu'ici, voilà, le long terme liability 3,32. Donc ça, c'est parfait. L'entreprise peut rembourser l'intégralité de sa dette long terme en un peu moins de 3 années de free cash flow. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va regarder au niveau de sa dette nette. Sa dette nette, c'est la différence entre sa valeur d'entreprise qui est ici et sa capitalisation boursière. Donc là, on a une dette nette de 2 milliards. Donc on veut, encore une fois, qu'elle puisse être remboursée en moins de 2 années. Donc on va faire les 2 milliards divisés par les 1 milliard 25. Donc qui correspond ici à notre free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Et donc ça nous donne... ça me l'a enlevé, 2 divisé par 1,25, ça nous donne 1,6. Ça veut dire que l'entreprise mettrait un peu moins de 2 années, encore une fois, pour rembourser sa dette nette. Donc ce qui est bien. Donc on peut déjà en conclure que la dette en général de l'entreprise ST Microelectronics est maîtrisée. Maintenant, au niveau de ses indicateurs de rentabilité, comme on peut le voir ici, donc on a des indicateurs qui oscille entre pour le ROA à 6% jusqu'à les 31% pour le ROE, avec un ROIC aux alentours ici des 16%, mais autour des 5 dernières années qui était de 12-13. Donc comme on peut le voir ici, les indicateurs de rentabilité sont intéressants sans être exceptionnels non plus. Donc là je suis pas forcément déçu, mais je suis neutre sur cet aspect. Ok. Maintenant, au niveau du dividende, donc l'entreprise verse un dividende total à ses actionnaires de 217 millions, donc ce qui correspond ici à un rendement de 0,5%. Et donc, ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Et donc, on va comparer ces 217 millions à ce free cash flow moyen, toujours des 5 dernières années, qui est de 1,25. Ce qui donne 0,217 divisé par 1,25, ça nous donne 17. Donc, le payout ratio de l'entreprise, juste ici, le payout ratio de l'entreprise est de 17%. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une entreprise qui verse au maximum 50% de son bénéfice à ses actionnaires sous forme de dividendes. Donc là, cette métrique est cochée. Ici, une marge brute de 48% cette année, ok, et des marges nettes aux alentours des 18-25%. Donc, comme on peut le voir, une augmentation là des marges nettes cette année comparée aux 5 dernières années. Ok. Donc maintenant, au niveau des différents indicateurs de croissance. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 9,45 milliards en 2019 à cette année 17 milliards. Ok, ça c'est nickel. Par contre, regardez bien. On va dire 2020, la croissance du chiffre d'affaires, il y en avait, mais elle était relativement faible, on va dire. Cependant, depuis 2021, comme on peut le voir ici, une croissance qui a littéralement explosé, donc qui est liée à la pénurie des semi-conducteurs. Et donc, ce qui est compliqué en fait avec ce genre d'entreprise, c'est quand il y a des fortes croissances comme ça, c'est de savoir si cette croissance va perdurer dans le temps ou si au contraire ça va se ralentir, voire même décliner. Maintenant, au niveau de son résultat net, il est passé lui de 1,06 milliard à 4,38 milliards, ok, c'est nickel. Et pour son free cash flow, donc une des métriques les plus importantes, parce qu'avec le free cash flow, vous allez pouvoir réaliser 5 choses. Vous allez pouvoir verser un dividende, vous allez pouvoir
rembourser votre dette, vous allez pouvoir racheter vos propres actions, vous allez pouvoir réaliser des acquisitions et vous allez pouvoir réinvestir en vous-même. Donc le free cash flow est passé lui de 750 millions à 1 milliard 690 millions. Ok, parfait. Donc une croissance sur tous les indicateurs pour l'instant. Maintenant, la dernière métrique que l'on va regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. On va vraiment vouloir que cette métrique soit stable ou en diminution dans le temps, dans le but que l'actionnaire ne soit pas dilué. En 2019, il y avait 895 millions d'actions, cette année 905. Donc là, attention, l'actionnaire est dilué. Donc ce qui correspond ici à une dilution de 1,13%, donc rien de bien méchant. Ok, donc maintenant on va aller voir ce que pensent les analystes de cette entreprise au cours des prochaines années. Donc ils s'attendent ici en 2024 à une diminution de son bénéfice par action de moins 2%, puis ensuite on repartirait à la hausse, avec une croissance autour des 9%. Ok. Au niveau de son chiffre d'affaires, là pour le coup, ils s'attendent à une augmentation tous les ans, donc beaucoup plus faible cette année. Et ensuite, ça repartirait à la hausse aux alentours des 8%. Ok. Donc maintenant, on va essayer de trouver un prix d'achat qui permettrait de réaliser un rendement qui bat un indice de référence comme le S&P 500. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça permet de nous soutenir et c'est 100% gratuit pour toi. Donc, c'est parti. Alors, au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires. Donc, nous, on va être un peu plus conservateur. On va mettre ici un minimum de 5, 7 et 9. Au niveau de ses marges, donc comme on peut le voir ici, les marges sont très compliquées parce que ils étaient aux alentours probablement peut-être des 12% et ils ont augmenté d'année en année avec principalement lié à cette explosion ces 3 dernières années. Donc on va mettre une range très large, on va partir de 12, on va mettre ici du 18, 24 pour les marges sur le free cash flow. Donc comme on peut le voir ici, des marges beaucoup plus faibles, on est aux alentours des 8-10%. Donc on va mettre ici 12, 8, 9 et 10. Ensuite, PER et PCF. Alors là, on va partir d'un PER de base de 15 et on va l'ajuster en fonction de 2 facteurs. Est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Si on est aux alentours des 7%, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Est-ce qu'il y a un fort ROIC? Non, ici ce n'est pas le cas, même s'il est en augmentation. Aux alentours des 9% sur 10 ans, ce n'est pas exceptionnel. Donc, pour ma part, je vais mettre ici du 15, 16, 17, 15, 16, 17... Et au niveau de mes rendements, je monte minimum 12,5, 13,5 et 15. On analyse et ça nous donne quoi? Ça va nous donner ces chiffres. Alors, si on se fie aux marges nettes, dans ce cas-là, que ce soit pour les estimations hautes ou les estimations moyennes, l'entreprise sera actuellement à un bon prix d'achat. En revanche, quand on regarde les estimations liées au free cash flow, avec ses marges, donc celle-ci, l'entreprise serait actuellement surévaluée. Le problème que j'ai avec cette entreprise, c'est que de 1, il est très compliqué de l'évaluer parce que les résultats qu'elle a ont été, faussés à cause des 3 dernières années complètement fastes. De plus, la chose que j'aime pas trop voir, c'est quand le free cash flow est inférieur au résultat net. Généralement, dans une bonne entreprise, soit les deux métriques sont, on va dire, quasiment identiques, soit le free cash flow est supérieur au résultat net. Pourquoi j'aime pas voir que le résultat net est supérieur au free cash flow? Tout simplement que le résultat net, en fait, il est bien plus simple de le truquer via des manipulations comptables, là où c'est beaucoup plus compliqué pour le free cash flow. Donc généralement, quand j'analyse une entreprise, je me fie principalement moi au free cash flow. Donc si je devais me fier au free cash flow, comme on peut le voir ici, l'entreprise est complètement surévaluée. Pour ma part, alors il y a uniquement si vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, donc celle-ci avec un free cash flow, une démarche au free cash flow de 10, un PCF de 17 et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel, alors vous réaliseriez un rendement
de 9,5%. Donc en ligne plus ou moins avec le S&P 500. Sauf que là, c'est vraiment sans se mettre de marge de sécurité, en prenant en compte des marges au free cash flow de 10%, alors que l'entreprise n'a jamais réussi, même pendant les années folles, elle était qu'à 9,7%. Donc pour ma part, moi c'est une entreprise que je vais littéralement squeeze, je ne veux même pas y prêter attention. Les indicateurs de rentabilité ne sont pas exceptionnels, il existe d'autres entreprises bien meilleures que celle-ci, avec des dettes encore mieux maîtrisées, même si celle-ci elle est plutôt pas mal, des indicateurs bien supérieurs et des marges sur le free cash flow, encore une fois bien supérieures. Quand on est dans le domaine de la tech, faire des marges ici de 10%, même pas, moi je trouve ça un peu trop bas pour ma part. Donc voilà, je passe mon tour sur cette entreprise. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, eh bien, je t'invite à le faire. Ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!